Les passagers de Tanger, un podcast de Philippe Guiguet-Bologne. Le journaliste Benjamin Barthes fréquente régulièrement Tanger depuis une vingtaine d'années. Il vient d'intégrer la rédaction du service Afrique du quotidien Le Monde, après avoir passé 5 ans à en être le chef adjoint du service international et le responsable de la couverture du Proche-Orient. Il fut lauréat du prestigieux prix Albert Londres de la presse écrite en 2008. Plus jeune, il fut journaliste pigiste à Ramallah, où il collabora avec RFI, RTBF, RSR, France Culture, TV5 Monde et ITV, avant de devenir, de 2014 à 2021, le correspondant du Monde au Liban. Il est l'auteur de 3 essais remarqués: Palestine, une nation en morceaux, édition du Cygne 2009, Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien, la découverte 2011, et La guerre sans fin, avec Gilles Paris et Piotr Smolar aux éditions de l'Aube en 2024. Enfin, il est l'époux de l'ancienne cadre de l'OLP et actuelle responsable du développement au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris, la palestinienne Mouzna Chihabi. Nous voici aux 3 portes avec Benjamin Barthes qui travaille au quotidien Le Monde, où il est reporter dans les pages Afrique. Et nous sommes en Afrique, ça tombe très bien. Benjamin Barthes, comment connais-tu Tanger ? Tanger, ça fait longtemps que j'y viens, très longtemps, parce qu'en fait, la première fois que j'ai mis les pieds ici, ça devait être en 2002. À l'époque, j'étais déjà un correspondant en Palestine, correspondant indépendant. Et puis à l'occasion d'un de mes retours en France, entre 2 couvertures d'événements en Palestine, ça devait être le 1er janvier 2003. Bon, il faisait gris à Paris, c'était une ambiance de fête, comme on connaît les ambiances de fête à Paris, grands magasins, foule, shopping compulsif, etc. Donc j'avais envie d'autre chose. Avec une amie, on s'était mis devant une carte, on cherchait une destination qui soit à la fois un peu alternative, qui amène du neuf et du différent par rapport à Paris, qui soit pas à l'autre bout du monde non plus, parce qu'on n'avait pas des dizaines de semaines devant nous, et qui soit pas trop cher. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, Tanger. Et cette petite ville qui pour moi existait quasiment pas, qui n'était pas dans ma carte mentale, tout d'un coup s'est mise à exister. Donc on y est allé, on a passé une semaine ou 2. Et j'aurais pu ne jamais y revenir, ou alors y revenir occasionnellement, mais en fait, il s'avère que j'ai épousé par la suite une Palestinienne dont une partie de la famille réside à Tanger. Donc après en avoir fini avec la Palestine, où je suis resté de longues années, après être revenu en France, être parti au Liban, toute cette période-là, des années 2010 à aujourd'hui, on est allé très souvent au Maroc, à Tanger, pour voir la famille de mon épouse, quasiment tous les étés. Donc je pense que j'ai dû venir une 15aine de fois à Tanger, de manière assez régulière au mois d'août, 1 semaine, 2 semaines, voilà. Donc cela fait au bas mot 25 ans que tu fréquentes cette ville. Comment perçois-tu l'évolution aujourd'hui ? Mon premier souvenir, c'était janvier, pas la meilleure des saisons, mais ce souvenir de 2003, c'est une ville grise, sale, où il n'y a pas grand monde, qu'on sentait délaissé, qu'on sentait marginalisé, qu'on sentait un peu un bout du monde, un cul-de-sac du royaume. Ça m'avait pas choqué plus que ça, parce qu'on était un peu à la recherche comme ça de quelque chose un peu très différent de notre quotidien parisien. Donc on était parti à l'exploration de cette ville. Je me rappelle une soirée dans une discothèque de Tanger qui devait être passablement... on devait être les seuls sur la piste de danse. Et l'ambiance n'était pas extrêmement, engageante pour y rester. Donc on est reparti assez vite. Bref, et puis depuis, évidemment, c'est l'histoire que les Tangérois connaissent, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un pays qui s'est retourné vers cette ville à laquelle il tournait le dos pendant très longtemps et qui a commencé à investir, qui a commencé à développer, qui a commencé à retisser des liens avec cette ville qui, dans l'histoire, avait longtemps eu un statut à part. Et donc j'ai vu les investissements arriver, j'ai vu la modernisation arriver, j'ai vu les couleurs arriver en fait.
Et j'ai été étonné au point que certaines fois, quand je n'y allais pas chaque été, le changement allait plus vite que mes allers-retours à moi, quoi. Donc, je peux dire que je connais un peu Tanger. Enfin, je connais, oui, bien Tanger. Et puis, en même temps, là, cette fois-ci, c'est peut-être mon précédent passage remonte à peut-être 3-4 ans. Et je suis étonné de voir qu'il y a de nouvelles choses qui ont apparu, qui ont surgi. Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique de renouvellement, de réhabilitation, de modernisation qui est là, oui. Avec ton regard, ton acuité de journaliste, est-ce que cette ville y gagne ou est-ce qu'elle y perd un peu son âme? Elle y gagne en commerce, en négoce, en chiffre d'affaires, mais peut-être qu'elle y perdrait son âme. Alors, c'est une bonne question. Mais comment tu définirais l'âme de Tanger? Parce que moi, j'ai évidemment quelques références comme ça dans la tête, mais est-ce que c'est pas cliché? Toi qui connais bien Tanger, ce serait quoi l'âme de Tanger? Moi, j'en appelle à ton objectivité légendaire de journaliste au Monde. Alors, généralement d'expérience, j'ai l'impression que quand on arrive dans une ville avec l'idée d'y retrouver son âme, on est tout le temps déçu. J'en veux pour mémoire et pour exemple Alexandrie. Moi, j'ai vécu 2 ans et demi en Égypte, au Caire, et puis évidemment, c'était dans les années 90, à la fin des années 90, et quand on arrive au Caire, on a lu Laurence Durel. Quand on arrive à Alexandrie, on est gorgé de cette espèce de mythologie de ville cosmopolite. Et l'Alexandrie, à la fin des années 90, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, j'y suis pas revenu depuis cette époque, mais le front de mer était très, très, très déprimant. Enfin, c'était une ville qui était pareillement abandonnée. On voyait quelques beaux restes, on voyait des belles façades, etc. Mais tout ça était terriblement décrépit. Il fallait aller dans ces espèces de parcs de Montaza autour du centre-ville pour avoir un endroit où se baigner. Il y avait inévitablement le resto grec où tout le monde allait. Mais tout ça était un peu entretenu. J'avais un peu l'impression comme des espèces de gris-gris, un peu, pour dire aux touristes en quête de cette fameuse âme d'Alexandrie qui restait quelque chose. Je me méfie un peu de ça. Tanger, évidemment, la zone internationale, cette ville pareillement très cosmopolite, avec des écrivains célèbres qui ont séjourné, des peintres célèbres qui l'ont dessiné, qui l'ont peinte. S'il y a quelque chose de cette âme et de cette imagerie, avec tout ce que ça comporte de reconstruction et de fantasmes très personnels qu'on projette dessus. Moi, ce que j'aime ici, et ce qui fait peut-être partie de l'âme de Tanger, c'est un cliché, mais allons-y, c'est cette lumière, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ces façades blanches, étincelantes. Alors je sais pas si elles étaient aussi blanches que cela dans les années 2000, quand j'y suis allé pour la première fois. C'est vrai qu'on était au mois de janvier, mais entre Iberia et la place de France, et puis même tout autour encore, en descendant vers le Grand Soko, il y a toutes ces façades blanches qui sont merveilleuses, qui participent à cette espèce de pureté un peu de l'air. Il y a quelque chose qui t'élève un peu quand tu te promènes dans cette ville et que tu vois ces façades-là, un peu immaculées. Donc oui, ça me plaît. Et puis alors le côté littéraire, j'étais surpris de découvrir alors une nouvelle librairie. Alors elle a ouvert il y a déjà quelques années, j'en avais pas entendu parler à cette époque-là. Les Insolites, qui m'a l'air d'être une librairie très dynamique, avec des projets, avec des rayonnages et des étalages de livres qui donnent envie de les acheter. Donc ouais, je trouve, disons qu'il y a des restes. Voilà, je sais pas si c'est toute l'âme, si c'est uniquement des reliques. Et puis alors moi, ce que j'aime, disons qu'en fait l'âme d'une ville, je crois que c'est ce qui nous touche. Et je pense que chacun mettrait des mots différents sur ce qu'est l'âme d'une ville. Moi, ce que j'aime ici, c'est que le temps a un tempo un peu à lui. Il y a quelque chose de très ralenti par rapport à la frénésie de nos vies occidentales et parisiennes en l'occurrence pour moi. Et moi, j'aime bien ces cafés d'un autre âge, absolument désuets, qu'on trouve sur la place de France, là, le Grand Café de Paris, là, ou alors sur la place Iberia. Ces cafés très grands avec un mobilier qui fleure bon les années 60 ou 70, un décor quasi absent. C'est-à-dire qu'il y a cette salle immense avec ses tables, ses chaises, mais à peu près rien au mur, rien au plafond, enfin vraiment aucun effort d'esthétique. Il y a le comptoir où on prépare les thés à la menthe et les brer et tous les gâteaux marocains, etc. Et puis il y a cette devanture avec l'alignement des tables le long du mur.
Alors, il y a 10-15 ans, les gens lisaient tous le journal. Bon, maintenant, ils sont tous sur leur téléphone. Mais bon, on voit que d'une manière ou d'une autre, ils tuent le temps, quoi. Mais bon, il n'y a aucun après, il n'y a aucun effort pour séduire le chaland. C'est vraiment... Mais moi, j'aime bien ces endroits, en fait, qui sont extrêmement... qui sont organiques, en fait. Il y a un côté très organique, il y a un côté dépouillé qui me va bien. Et c'est le meilleur endroit pour moi pour aller prendre un thé à la menthe, me faire oublier, bouquiner dans mon coin. Ça, c'est toujours là et j'aime ça. Et puis, forcément, un autre aspect, moi, que j'aime beaucoup à Tanger, c'est tout cet espace entre la Casbah et, je dirais, le café Hafa. Tout cet espace un peu informel, et étonnamment encore informel, alors que c'est l'un des plus beaux sites de Tanger, le long de la falaise, où il y a un mélange de... Alors, il y a sûrement des villas très, très, très chères et très luxueuses, mais il y a encore aussi un habitat traditionnel, de petites maisons. Et quand on s'y promène, en fait, on s'y perd assez vite. Enfin, il y a un côté un peu labyrinthique. On ne sait pas si on va arriver dans une impasse ou quasiment, sans le faire exprès, rentrer chez des gens. Et puis, tout d'un coup, on perd de vue la mer et puis la mer revient. Ça, j'aime beaucoup. Et ça pourrait, dans d'autres pays du monde arabe qui ont un rapport à l'espace public moins rigoureux, on va dire. On n'aimera pas ces pays arabes, mais sur la côte méditerranéenne, il y en a plusieurs, où très très vite, les espaces qui ont une valeur touristique parce que bien situés, parce que à proximité de vestiges, etc., de lieux historiques importants, ces espaces publics deviennent très très vite des espaces privés. Et là, on a l'impression que le public garde encore de la place et que le privé riche n'a pas fait main basse sur le privé pauvre. Donc voilà, de ce point de vue-là, je m'y reconnais encore quand je viens à Tanger et j'ai pas l'impression qu'on a basculé dans une ville totalement autre avec laquelle je n'aurais plus aucun point commun. Donc une lumière, un temps, de beaux restes, une dynamique qui renaît ou qui se perpétue et toujours un superbe point de vue sur le détroit et la mer, préservé encore. Tanger reste Tanger. J'ai cette impression-là, ouais. J'ai pas vu de construction qui défigure le paysage. Alors peut-être que ça m'a échappé. Mais évidemment, c'est 25 ans depuis lesquels je viens à Tanger. J'ai vu ce développement industriel très important du port, là, Tanger-Med, plus à l'est, sur la côte. J'ai pas testé, malheureusement, mais j'ai entendu dire qu'il y avait ce TGV. Et c'est vrai qu'en 2002... 2003, 2004. Donc, aller en famille à Rabat ou à Casablanca. Et c'est vrai que, c'était une trotte, quoi, à l'époque. Donc là, on m'explique qu'on met 1h15 pour rejoindre Rabat. Effectivement, là, pour le coup, j'imagine la même révolution en termes de psychologie de temps que Paris-Lyon ou Paris-Avignon, quoi. Voilà. Et un TGV à l'heure, à la seconde près. Voilà. Superbe. Chose qu'on ne connaît pas en France. On va parler maintenant de ton travail. Tu es, comme on l'a dit tout à l'heure, reporter au service Afrique dans le quotidien Le Monde. C'est tout nouveau pour toi. Comment penses-tu que tu vas gérer l'information de ce continent ? Alors évidemment, je suis pas seul sur ce continent. Comme tu dis, le service Afrique au Monde, c'est une dizaine de journalistes à Paris. Et puis, c'est aussi un maillage sur le continent de correspondants pigistes. Pigistes, c'est-à-dire ce sont des journalistes qui sont payés à l'article, mais qui, pour certains d'entre eux, travaillent très régulièrement pour nous et contribuent véritablement à la couverture de l'actualité de cette région. Moi, j'arrive dans une équipe qui est créée depuis longtemps déjà, donc je suis un renfort, on va dire. Ma feuille de route et ma fonction précise, c'est un peu encore un work in progress, quelque chose à préciser. Mais il y a d'ores et déjà un peu deux axes sur lesquels j'ai commencé à travailler. D'une part, l'Afrique australe, qui est une zone sur laquelle nos correspondants, pour des histoires un peu compliquées, sont pour l'instant pas très présents. Donc je reviens d'un reportage en Afrique du Sud. J'ai passé 2 semaines à Durban, le port sud-est sud-africain. Et puis, j'ai écrit un peu sur la Somalie et l'Angola. Donc ça, c'est un des axes. Et puis, l'autre axe qui va demander que je me familiarise un peu plus avec le continent,
c'est de travailler sur tout ce qui est dynamique transnationale, à la fois d'un point de vue d'ingérence, d'interférence, d'intervention étrangère. Donc l'Afrique, à cause de ses richesses, à cause de son positionnement stratégique entre l'Europe et l'Asie, est un terrain de convoitise, est un terrain de manœuvre des grandes puissances. Donc quand on parle d'influence, on va parler de l'influence chinoise, de l'influence américaine, de l'influence russe, évidemment, sur laquelle on a déjà beaucoup écrit. Ça peut être aussi influence de pays du Moyen-Orient, Israël, les Émirats arabes unis, le Qatar. Voilà, tous ces acteurs de la scène internationale ont des intérêts en Afrique et essaient de les faire prospérer. Justement, est-ce que tu penses que ton expérience profonde et vraie au Proche-Orient pourra être utile dans la façon dont tu vas traiter l'Afrique ? Le travail de journaliste et plus particulièrement de reporter, il se nourrit de toutes nos expériences passées. En général, déjà, être reporter, c'est... Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est trois choses. Et là, je m'inspire d'une réflexion d'un de mes brillants collègues du Monde, Alan Cavall. C'est d'abord aller voir. On ne peut pas être reporter sans être démangé par l'envie de sauter dans un taxi, dans un wagon de train, de partir aller à un aéroport pour être le premier à un endroit quand il se passe quelque chose à cet endroit-là. L'attitude du reporter, c'est d'abord aller voir, ne pas se satisfaire de la dépêche de presse, ne pas se satisfaire de 3 coups de téléphone passés à des experts réels ou autoproclamés, mais aller voir par soi-même. Après, pour moi, la deuxième bonne formule, c'est savoir voir. Savoir voir, c'est savoir se placer par rapport à son objet. Pas de biais, pas d'en haut, pas de trop près, pas de trop loin non plus. C'est trouver la bonne distance. Et pour trouver cette bonne distance, c'est aussi le résultat d'un travail de documentation. On débarque pas comme une feuille vierge sur un terrain de reportage. Il faut savoir à qui on va avoir affaire, il faut connaître un peu le passé et le passif des populations chez qui on va débarquer. Et je donne souvent cet exemple sur le savoir-voir. Il y a un exemple qui est quasiment canonique. Joseph Kessel et Albert Londres, dans les années 20, ils vont tous les deux en Terre Sainte, ce qu'on appelait à l'époque la Terre Sainte, donc la Palestine mandataire. Alors Kessel et Londres à l'époque, c'est les commandeurs du journalisme à la française, hein. Ce sont jusqu'à aujourd'hui, c'est les grands anciens de la profession. Et l'un et l'autre vont ramener des récits de ce qu'ils ont vu en Palestine, qui vont être très centrés sur l'expérience des premiers pionniers sionistes. Voilà, il faut se rappeler que les années 20, c'est le moment où l'implantation sioniste passe la vitesse supérieure et les institutions de ce qui va devenir l'État d'Israël commencent à être mises en place, etc. Et avec ce processus-là, il y a aussi un processus de dépossession de la population locale qui se met en place. Et ce travail de dépossession, ce processus de dépossession, il n'apparaît nulle part. C'est-à-dire que dans les écrits de Kessel et de Londres, à quelques exceptions près, on a le sentiment que la Palestine n'est habitée que par ces colons sionistes, à qui on attribue beaucoup de qualificatifs louangeurs. Donc c'est une avant-garde, ce sont des pionniers, ce sont des constructeurs. Et quand les Palestiniens apparaissent, si tant est qu'ils apparaissent, généralement, le champ sémantique qui leur est réservé est plutôt négatif. Ça va être quelque chose de l'ordre de l'oisiveté, de la paresse, du laisser-aller. Enfin, ce sont des éléments qui sont dans le background, qui sont pas acteurs véritablement du pays. Et voilà, et c'est terrible. Donc en fait, ce que ça raconte, ce moment-là, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est que Kessel et Londres, ont été des reporters qui ont été en fait les purs produits de leur époque. Ils ont vu la Palestine chaussée de leurs lunettes, porteuse elle-même d'un prisme colonial. On est dans les années 20 en France, c'est le colonialisme triomphant, et ils n'ont pas pu s'abstraire de ce conditionnement d'une certaine façon. Donc ils arrivent en Palestine, ils voient pas la population autochtone en fait. Ils voient uniquement cette population européenne qui arrive, évidemment, porteuse des persécutions, etc., avec tout un passif, elle aussi, de souffrance. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que dans cette implantation
sur une terre qui n'est pas une terre sans peuple, comme nous veut nous le faire croire le slogan sioniste de l'époque, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Non, cette terre, elle est peuplée. Elle est peuplée très majoritairement d'Arabes, chrétiens, musulmans, mais d'Arabes de Palestine. Et dans cette implantation soudaine, irrespectueuse de la population qui est déjà là, on a les germes de la tragédie qui va arriver en 1948 avec la Nakba, et l'expulsion massive des Palestiniens. Et jusqu'à aujourd'hui, le conflit, il n'est pas en 67, il n'est pas en 48, il naît dans ces années-là, dans les années 20, dans les années 30. Aller voir, savoir voir. Et le troisième point? Donner à voir. C'est ça la troisième, étape du travail journalistique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé sur place, qu'on a mouillé la chemise, qu'on a payé le billet d'avion, que peut-être l'accès a été compliqué, qu'il avait fallu suer sang et eau, etc. pour y arriver. Une fois qu'on a trouvé la bonne distance par rapport à son sujet, et qu'on a la documentation suffisante pour rendre justice à son sujet, et qu'aussi on a non seulement regardé son sujet, mais on a aussi donné des coups d'œil à droite et à gauche pour voir si on n'avait rien oublié dans le paysage. Voilà. Et la troisième étape, c'est donc donner à voir. Et donner à voir, c'est le travail de l'écriture. C'est-à-dire que on peut avoir vu de très belles choses ou des choses révoltantes. Si on n'a pas la plume et la capacité d'écriture pour que le lecteur ait l'impression d'être là avec nous, pour donner l'impression au lecteur d'y être allé lui aussi, pour faire en sorte que le lecteur, on le tienne par la main à la première ligne et il ne lâche pas notre main jusqu'à la dernière ligne, c'est un travail d'écriture et ça, c'est un peu injuste parce que c'est quelque chose qui... Alors, ouais, ça s'apprend, il y a des trucs, mais bon, il y a des gens qui ont des automatismes d'écriture et une capacité à faire naître les images qui sont justes, les images qui font sens, et les images qui font éclore la réalité dans l'oreille du lecteur, dans les yeux du lecteur. Donc c'est ce moment-là où se joue tout quelque part, et c'est le moment le plus critique parce que on peut, avec un reportage mal écrit, malheureusement, gâcher tout le travail préalable qui a été correctement mené. Donc il faut arriver à mobiliser un lexique, des images, et puis aussi, surtout dans l'écriture au long cours un peu, quand il s'agit de papier de grande ampleur, il faut savoir ménager des pauses, il faut savoir relancer l'intérêt du lecteur, trouver des charnières. Il y a toute une économie comme ça de l'accompagnement du lecteur, des trucs pour faire en sorte que à des moments on va lui donner beaucoup d'informations, puis à d'autres moments on va le laisser se reposer un petit peu, puis tout d'un coup, hop, avec une charnière un peu maligne, on va retrouver son attention, etc. Voilà, c'est ça, donner à voir. Aller voir, savoir voir, donner à voir, c'est tout ça qui fait un prix Albert Londres, ce que tu as reçu. En 2008, j'ai eu le prix Albert Londres pour toute une série d'articles sur la bande de Gaza, qui était paru dans les colonnes du Monde et de l'Express, et puis peut-être d'un ou deux autres journaux, parce qu'à l'époque j'étais toujours pigiste, donc je travaillais pour différents médias. C'était une époque, alors aujourd'hui, Gaza évidemment... beaucoup dans l'actualité. Alors je parlais dans ces papiers d'un Gaza qui n'existe plus aujourd'hui. C'était l'époque où le Hamas avait gagné les élections législatives. Il avait gagné à la régulière et il était confronté à un déni de démocratie. C'est-à-dire qu'à la fois une partie du Fatah, le parti de Yasser Arafat, qui était décédé à cette époque, mais bon, le parti historique du mouvement de libération nationale palestinien, qui était dirigé à l'époque par Mahmoud Abbas, qui est toujours à la tête du Fatah aujourd'hui et qui est toujours le président de l'autorité palestinienne. Donc une partie du Fatah et puis la quasi-totalité de la communauté internationale ont refusé de reconnaître le résultat de ces élections. Et donc on privait le Hamas de la capacité d'exercer le pouvoir qu'il avait obtenu à la régulière dans les urnes. Et s'en est suivi une mini-guerre civile de quelques semaines où il y a eu des affrontements extrêmement violents. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été passablement cruel. Et donc j'étais là à cette époque et j'ai raconté ça. On voyait venir une division de Gaza
Et ces divisions de Gaza, je l'ai vécu aussi. J'ai vécu vraiment les derniers moments où le Fatah est expulsé de la bande de Gaza. J'étais avec eux, je me revois, on était entassés dans un tunnel de béton et les mecs du Fatah suppliaient l'armée israélienne de leur ouvrir la porte pour pouvoir ensuite être évacués, être relocalisés en Cisjordanie, donc l'autre partie des territoires occupés palestiniens. Il y avait une ambiance extrêmement tendue parce qu'ils avaient la trouille que les hommes armés du Hamas viennent jusqu'à cet endroit-là pour leur régler leurs comptes. Finalement, moi, comme étranger, j'ai pu sortir plus rapidement et puis les gens du Fatah, in fine, ont pu être exfiltrés. Et je me rappelle m'être dit, en sortant de Gaza, bon, on en a pour 10 ans de division entre Gaza et la Cisjordanie. Étant en 2007, j'étais en dessous de la réalité, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2026, on sera l'année prochaine 20 ans, fera 20 ans de division géographique et politique entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et c'est l'une des cartes maîtresses du pouvoir israélien. C'est l'un des leviers qu'utilise avec une gourmandise et une science consommée le gouvernement israélien pour s'opposer à toute réunification du corps politique palestinien et donc pour perpétuer et la division palestinienne et la non-résolution du conflit et pour continuer à s'opposer au droit à l'autodétermination des Palestiniens. Qu'est-ce que cette expérience de Gaza, de tant d'années passées entre Ramallah et Gaza de temps en temps pour des reportages, a pu t'apporter autant dans ton travail que dans ta vision du monde ? J'ai coutume de dire que lorsqu'on part dans un pays du Sud comme la Palestine, alors j'ai pas eu dans d'autres pays du Sud une expérience aussi... je suis resté 9 ans au Liban, mais le Liban et la Palestine, c'est quand même très très proche et c'est en grande partie des problématiques, en tout cas un environnement géopolitique qui se ressemble en grande partie, c'est un peu un même monde. Donc moi j'ai beaucoup vécu en Palestine et beaucoup vécu au Liban. Je trouve qu'on ne peut pas revenir d'une telle expérience et il faut qu'elle soit un peu longue, hein. Il faut qu'elle soit de plusieurs années et plutôt 6, 7, 8 années que 3, 4. Mais j'ai coutume de dire, nous occidentaux, on arrive dans ces pays, on est blanc, on doit en ressortir gris, ou alors on n'a pas bien fait notre travail. Quand on arrive dans ces pays-là, on est immanquablement, en tant qu'occidental et en tant que français, construit et nourri par un champ référentiel, par un champ culturel, qui a façonné nos perceptions et nos conceptions. C'est inévitable, on n'est pas une page blanche. Et aucun journaliste n'est une page blanche. Il ne faut pas imaginer que le journaliste est un appareil qui enregistrerait les secousses sismiques de manière totalement désincarnée et technique et qui les reproduirait de manière absolument et parfaitement neutre. Non, on écrit tous de quelque part. Le challenge, c'est d'arriver, quand on arrive sur un terrain qui est très différent de celui d'où l'on vient et de celui qui nous a construit, le challenge, c'est de frotter nos préjugés, nos préconceptions à celles des autres. Et de ce frottement-là, d'en nourrir de nouvelles conceptions, de nouvelles idées, un nouveau regard. C'est ça que je veux dire quand je dis il faut arriver blanc et repartir gris. C'est qu'on a tellement à apprendre de ces pays-là et on a tellement à désapprendre parallèlement de ce qu'on pense être un bon sens occidental, etc. Et qui, une fois rapporté, une fois confronté à d'autres bons sens, on se dit, finalement, il peut y avoir d'autres universels. On n'a pas le monopole de l'universel, nous autres occidentaux. Et c'est ça l'enseignement numéro 1 que j'ai pu retirer de ces expériences. Voilà. Et de ce point de vue-là, je trouve ça être le plus beau des métiers du monde. C'est qu'on est ce flâneur tarifé. Alors des fois, quand il y a beaucoup d'actualité, on n'a pas trop le temps de flâner. Mais on a un métier qui nous demande de nous enrichir et qui nous demande ensuite de faire la relation la plus précise et la plus juste possible, la plus honnête. Je dirais pas objective, faut tordre le mot à ce terme d'objectivité qui n'a pas de sens pour toutes les raisons que je viens de dire. Mais l'honnêteté, en revanche, et l'impartialité, ça, ce sont des mots que je revendique. L'honnêteté, parce que ça veut dire essayer d'écouter tout le monde et regarder à droite, en gauche, en haut, en bas, etc. Enfin,
arpenter un terrain, ne pas faire un travail de fainéant, ne pas faire un travail, de touriste. Et l'impartialité, c'est être révolté par toutes les violations des droits humains, quelles qu'elles soient, ne pas s'intéresser uniquement à un type de souffrance. Toutes les souffrances me révoltent. C'est ça, je pense, le vrai challenge de notre métier. Tu parlais de Joseph Kessel et d'Albert Londres dans les années 20 en Terre Sainte et qu'ils n'étaient pas parvenus à se décentrer par rapport à leur propre culture. C'est ce que tu revendiques, mais est-ce que c'est véritablement possible de ne plus être soi-même ? Ah, la question philosophique. Bon, juste pour finir sur Kessel, il y a un moment absolument fascinant où il accompagne l'armée française dans sa répression du soulèvement druze de Sultan el-Atraj, fin des années 20, je crois. Et il est tellement dans son trip colonial qu'il se raconte lui-même dans un de ses livres en train d'ouvrir la trappe. Il est dans un avion. Et le militaire qui conduit l'avion, ou alors peut-être c'est de lui-même qu'il a pris l'initiative, il ouvre la trappe, qu'il largue la bombe sur les insurgés druzes, etc. Bon, voilà, refermons la parenthèse. Sur cette question-là, non, on ne devient pas un autre, on va pas se mentir, évidemment. Bon, lorsqu'arrivera peut-être le moment de jeter un regard rétrospectif sur ma carrière, peut-être que je me dirais que mon chemin, il n'a pas été très loin, je sais pas. Carrière est pas terminée. Mais quelque part, la beauté, elle est dans l'effort. Cette exigence-là, même si on n'est pas toujours à la hauteur de sa beauté, cette exigence-là, elle est un moteur. C'est un moteur qui me pousse à aller rencontrer des gens, c'est un moteur qui va me pousser à lire, et qui va me pousser à questionner mes impensés, enfin me pousser à questionner mes croyances, quoi. Voilà, inévitablement, sur Israël-Palestine, sujet sur lequel j'écris depuis 30 ans, ou sujet sur lequel j'ai écrit pendant 30 ans, vu que je suis passé à autre chose, j'écris pas aujourd'hui du tout de la même façon qui était la mienne en 1998, quand j'ai écrit mon premier papier. Vraiment pas. Et pour tout vous dire, ça a commencé de manière assez amusante. J'étais coopérant du service national, la coopération existait toujours, donc j'étais un de ces diplômés qu'on envoie dans les pays du tiers-monde, tout ce système avec évidemment un relent néocolonial un peu évident. Mais bref, je sors d'une école de journalisme et j'atterris dans un magazine égyptien qui s'appelle toujours El-Ahram Hebdo, qui est le journal francophone, magazine hebdomadaire francophone du groupe El-Ahram, qui est un grand groupe de presse égyptien. Et voilà, je connais rien du tout du monde arabe. Mais alors rien, c'est vraiment, ça a été la loterie de la coopération. Je suis tombé là, j'aurais pu être envoyé à, je sais pas quoi, à Lagos, au Nigeria, ou à Lima, au Pérou. Et voilà, donc j'arrive au Caire, puis j'y reste 2 ans. Et à un moment, donc, je décide de partir faire un peu de tourisme en Israël. Évidemment, ça choque mes collègues égyptiens de l'époque. Ça faisait 20 ans qu'il y avait une paix froide entre l'Égypte à l'époque c'était Moubarak, et puis l'État d'Israël. Mais dans un milieu comme la presse égyptienne, qui était extrêmement rétif à cette normalisation diplomatique, il était impossible pour un journaliste d'aller en Israël sans que aussitôt il soit placardisé et que sa carrière, on y mette un point final. Donc aucun journaliste égyptien ne se risquait à traverser la péninsule du Sinaï pour aller en Israël. Chose que j'ai fait. Donc ça faisait beaucoup parler dans mon journal, mais comme j'avais ce statut totalement à part du correspondant avec un passeport de service, etc., français, j'ai pu me permettre ça. Et je me rappelle que la réprobation de mes collègues égyptiens était un peu insistante, et donc je les avais pris un peu de haut, avec toute l'assurance du jeune homme que j'étais, un peu fanfaron, et je leur avais dit, votre antisionisme primaire me fatigue, moi je vais y aller, je vais voir et je vais vous raconter, c'est sûrement pas aussi terrible que ce que vous racontez. Et j'ai passé 10 jours à sillonner et Israël et les territoires occupés. On était en 98, le 1er janvier 98 je pense, enfin janvier 98. On était dans ce qu'on appelait à l'époque le processus de paix. Mais de ce que je voyais un processus, certes, mais je voyais pas du tout de paix. Il y avait une tension terrible qui sourdait de partout.
Et j'étais vraiment parti, pas du tout dans l'idée de faire un papier, j'étais parti avec un ami pour me balader, pour faire du tourisme, etc. Mais au fur et à mesure des scènes qui se sont offertes à mes yeux, je me rappelle des choses qui sont d'une banalité affligeante aujourd'hui et qui l'étaient un peu déjà, mais je me rappelle une scène sur la porte de Damas à Jérusalem, l'une des grandes portes pour entrer dans Jérusalem. Les paysannes des villages alentours disposent traditionnellement leurs cageots remplis de fruits, etc. C'est le marché quasiment tous les jours, quoi. Et un soldat israélien arrive et pour une raison qui m'avait échappé, mais visiblement, l'une de ces maraîchères avait dû dépasser une ligne imaginaire au-delà de laquelle les cageots n'avaient pas le droit d'être disposés. Et donc, il avait commencé à donner des coups de tatane, de godillot dans les cageots qui volaient en l'air, quoi, les uns après les autres. Et je voyais cette hajja, comme on dit, cette vieille dame qui, accroupie, commençait à récupérer ses bamiers, ses khiyars, les concombres, etc. Enfin, voilà, c'était absolument anodin, comme, je veux dire, ça ferait pas l'ouverture du journal de 20 heures, en France, évidemment. Mais c'était sous mes yeux et c'était extrêmement graphique, en fait. C'était une humiliation absolument gratuite, une violence gratuite. Et dont je devinais, la routine, enfin, le côté routinier, structurel. Après, l'autre scène qui, alors là, était encore plus terrible, c'est que on arrive par hasard à Hébron, avec mon copain. Alors, j'étais pas du tout au courant de la géopolitique de Hébron, de sa division. Et alors, ça datait d'il y a quelques mois. Quelques mois auparavant, un protocole avait été signé entre l'autorité palestinienne et le pouvoir israélien, qui, au lieu de mener à une évacuation intégrale de Hébron, comme ça avait été le cas pour les grandes villes palestiniennes jusque-là, Naplouse, Ramallah, Bethléem, où l'autorité palestinienne avait pris le contrôle intégral de la ville, là, parce que une toute petite population de colons juifs était revenue après, il y avait eu un massacre en 1929. Bon, c'est une longue histoire. Bref, il y a eu une présence juive dans le centre de Hébron, historique, depuis très longtemps. Mais la logique de Oslo aurait voulu que cette population-là soit évacuée et que le contrôle de la ville soit donné à l'autorité palestinienne. Ça n'a pas été le cas. Non seulement les colons sont restés au centre de la ville, mais leur présence s'est transformée très très vite en une espèce de fort Alamo, barricadé, fortifié, militarisé. Et au nom de la sécurité de ces quelques dizaines de colons, tout le quotidien de la population palestinienne environnante est devenu un enfer. C'est-à-dire que les magasins de la vieille ville ont dû fermer les uns après les autres. La station de bus qui desservait toute la ville et qui servait aux Palestiniens a dû fermer, etc., etc. Bref, c'est quasiment toute la vieille ville de Hébron qui est devenue un espace mort. Et moi, je vois ça. Donc, je me promène là, de manière absolument naïve, je déambule. Et puis je vois ce qui a frappé n'importe qui a mis les pieds 2 heures à Hébron, c'est que dans la Casbah de Hébron, l'allée centrale, il y a un filet métallique qui est tendu au-dessus de la tête des piétons. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce filet métallique? Et là, un Palestinien du coin m'explique que, voilà, vous voyez, les colons juifs habitent juste au-dessus, premier étage ou le 2e étage, et ils jettent leur ordure par la fenêtre pour que ça tombe sur la tête des Palestiniens qui, eux, occupent le rez-de-chaussée et ont toutes ces échoppes qui, au fur et à mesure, ont dû fermer. Donc là, à nouveau, choc absolument terrible. C'est quoi ce geste de mépris insondable qui fait qu'on balance des ordures sur la tête des gens, quoi. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est d'une brutalité sans nom. Et c'est encore cette violence structurelle qui est nourrie par la déshumanisation absolument... c'est même plus rampante, cette déshumanisation de l'autre qui est absolument structurelle et qui apparaît dans des gestes aussi quotidiens que jeter sa poubelle. Donc je vois ça et là je me dis mais il y a quelque chose à faire. Je veux pas être ici et ne pas le raconter. Donc plutôt que de rester 2 heures, on y reste 24 heures. Je me débrouille, je trouve des contacts, je rencontre des gens. Évidemment, à cette époque-là, comme c'est toujours le cas, les Palestiniens sont dévorés par le besoin de faire connaître et de témoigner et de raconter l'enfer qu'ils vivent. Et donc, je perds pas beaucoup de temps avant de trouver quelques sources intéressantes qui m'expliquent la situation à Hébron. Et finalement, je reviens en Égypte, dans ma vieille Jeep
qui faisait du 80 km/h avec le vent dans le dos. Je traverse le Sinaï dans le sens inverse, j'arrive au Caire, et puis j'arrive à mon journal. Et là, j'ai dû me livrer à une scène de contrition un peu ridicule, mais je le méritais. C'est-à-dire que, voilà, j'ai expliqué à mes collègues que, oui, en fait, ils avaient raison, et que quand bien même eux n'avaient pas mis les pieds en Palestine parce que professionnellement pour eux c'était compliqué, ils avaient compris ce que moi, pourtant nourri des flashs de France Info et de la presse française, etc., n'avais pas véritablement compris. Le travail de déprise et le travail de déshabillage un peu de ces idées, de ces préconceptions, c'est quelque chose d'essentiel et ça se fait à mon avis tout le long d'une carrière. C'est quelque chose avec lequel on n'en a jamais fini. On l'a compris, ta spécialité c'est la Palestine. Alors j'ai 3 questions pour clore cet entretien. Où en sommes-nous de la Palestine ? D'une part, en Palestine, d'autre part, dans le monde. Comment le monde, aujourd'hui, le monde, pas le journal, hein, le monde entier, considère cette situation. Et qu'en est-il de la Palestine en France ? Ah oui, alors la Palestine en Palestine d'abord. Sur l'échelle de l'horreur palestinienne qui a connu déjà de nombreux pics, on est inévitablement au pic le plus élevé. Peut-être quelques chiffres pour donner l'idée de la magnitude de l'horreur et du carnage auquel on assiste. La guerre de 48, c'est 14 000 morts côté palestinien. C'est aussi 500 villages détruits et c'est évidemment 700 à 800 000 Palestiniens qui sont expulsés. C'est la Nakba. Mais d'un point de vue de perte humaine, c'est 14 000 morts. Le bombardement du Liban, l'offensive israélienne de 82, donc tout cet épisode de juin à septembre 82, l'évacuation d'Arafat de Beyrouth, je crois, mais alors c'est un chiffre dont je suis pas totalement sûr, mais je crois que c'est à peu près similaire, donc autour de 15 000 morts, et c'est sûrement libanais et palestiniens mélangés. Donc voilà, là c'est les 2 grosses saignées, j'aurais tendance à dire, avant 2023. Donc 2023, là on rentre dans une catégorie qui est totalement à part et qui est une catégorie génocidaire. Et donc c'est quelque chose qui va marquer d'une pierre noire le nouveau siècle palestinien, j'aurais tendance à dire le 2e siècle palestinien. Et comment le qualifier ? Il y a toujours un mouvement de fond qui imprègne toute cette histoire depuis le début, qui est, on parlait de ce slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Alors évidemment, c'est un slogan qui était dénué de toute réalité. Mais il y a au sein du mouvement sioniste une partie de l'establishment qui est déterminée à faire en sorte que ce slogan dénué de réalité à l'époque acquiert une véritable réalité aujourd'hui, c'est-à-dire transformer la Palestine en une terre sans Palestiniens, donc faire place nette. Et après 2023, on a beaucoup entendu, et c'est notamment l'un des sujets que traite Elias Sandbar dans un petit livre qu'il a écrit dans la foulée de la guerre de 2023. L'idée était de dire que pour Israël, c'est l'occasion de finir le travail inachevé de 1948. Et c'est évident que dans l'esprit d'une grande partie du gouvernement israélien qui est composé de ministres extrêmement radicaux et tous plus radicaux les uns que les autres d'une certaine façon, c'est évident que cette idée était très présente. Donc oui, il y a une volonté de faire place nette. Alors en Cisjordanie, elle se matérialise à petit feu, même si le volume des flammes a jamais été aussi haut dans l'histoire de la Cisjordanie. Moi, quand j'habitais en Cisjordanie, les morts de Palestiniens en Cisjordanie, en dehors des périodes d'intifada, donc je suis arrivé au début de la deuxième intifada, au début des années 2000, mais la deuxième intifada se termine en 2005. À partir de 2005, il y a quelques dizaines de morts par an. C'est évidemment trop, mais ça n'a rien à voir avec ce à quoi on est confronté aujourd'hui, où on est à 1 millier de morts, quelque chose comme ça, en Cisjordanie par an, avec des violences commises par les colons, au point que la presse israélienne désormais parle de pogrom. Les colons débarquent dans des villages, cassent tout, incendient les maisons, tirent, tuent, blessent, etc. Et tout ça de manière absolument gratuite. Et ça arrive 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Enfin voilà, on est dans un processus de nettoyage ethnique à petit feu.
le nettoyage ethnique à Gaza, il a été mené, si c'est à petit feu en Cisjordanie, ça a été au lance-flammes à Gaza. Des pans entiers de la bande de Gaza ont été vidés de leur population. Il faut savoir que Gaza, avant la guerre, c'était grosso modo un quadrilatère de mémoire de 336 km². Voilà, quelque chose de très petit, évidemment. Et aujourd'hui, les Palestiniens de Gaza ne vivent plus que sur 30% de cet espace-là. Donc j'ai pas les dimensions du nouveau quadrilatère. Il faut imaginer des poupées russes. Donc on avait le premier quadrilatère. Ensuite, dans ce premier quadrilatère, il y en a un deuxième dans lequel ont été massée la population, qui devait être 40% de la taille initiale. Et maintenant, ils sont passés dans un troisième quadrilatère. Ils n'ont plus que 30%. Donc on demande à 2,2 millions de Palestiniens d'habiter dans 30% de ce qui était autrefois le territoire. Et ils étaient déjà en surnombre à l'époque. Et évidemment, c'était déjà un territoire avec une densité folle. Donc voilà, la phase très intense de la guerre qui a été menée contre le Hamas est terminée. Mais les bombardements continuent, à un rythme bien moindre que ce qu'on a connu en 2024 et 2025. Mais ils continuent, ils font des morts régulièrement. Mais surtout, ce qui est très problématique, c'est que on a ce travail de grignotage du territoire par l'armée israélienne, et on sait très bien, enfin l'histoire nous a enseigné que lorsque l'armée israélienne, elle prend des territoires, pour l'en faire sortir, c'est extrêmement compliqué. Voilà, on a par exemple le cas du Golan en Syrie, qui est occupé depuis 1967, la Cisjordanie évidemment depuis 1967. Le risque d'un coup de balai où on ferait partir les Palestiniens parce que les conditions de vie deviennent absolument invivables, il existe toujours. Tu utilises les éléments de langage autorisés, c'est-à-dire guerre contre le Hamas. Quand il y a 70 000 morts et sans doute 100 000 à Gaza, c'est plus une guerre contre le Hamas. Quand il y a un nettoyage ethnique, c'est plus une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre un peuple. Oui, bien sûr. Oui, c'est une guerre. Alors dans mon journal, on dit guerre d'anéantissement. C'est le terme qui est désormais autorisé. Moi, je considère qu'il s'agit d'un génocide. C'est une position minoritaire dans mon journal, mais voilà, je considère que il y a suffisamment d'enquêtes, de rapports, de voix autorisées qui sont arrivées à cette conclusion-là pour, à mon tour, utiliser ce terme. Oui, c'est une guerre contre le peuple palestinien dans son ensemble, qui se mène avec des modes opératoires différents selon les territoires. La bande de Gaza, la Cisjordanie, faut pas oublier les camps de réfugiés au Liban, etc. Il y a quelque chose effectivement de très systématique, de très pensé, qui fait comprendre que le pouvoir israélien n'est jamais arrivé à l'idée, n'a jamais, fait son deuil de la propriété et de la possession de l'entière Palestine historique. Alors, il y a deux mouvements sionistes. Il y a un mouvement sioniste révisionniste qui considère que non seulement toute la Palestine lui appartient, mais aussi une partie de l'Irak, de la Jordanie, voire de l'Égypte. Et ça, il en existe des représentants au pouvoir en Israël avec des postes de ministres très importants. Donc ça, c'est le mouvement historiquement qu'on appelle révisionniste. Mais même au sein du mouvement sioniste issu de l'école de Ben Gourion, le fondateur de l'État d'Israël, le moment de deuil où on renonce à cette terre qu'ils considèrent de la même façon que les Palestiniens considèrent que c'est leur terre. Mais le moment où ils vont dire, on fait un compromis historique, on accepte de ne bâtir notre État que sur 78%, ce qui est déjà beaucoup. Ce moment-là n'est jamais arrivé. Les Palestiniens ont fait leur aggiornamento idéologique. C'était Oslo. Ce moment où Arafat reconnaît Israël et d'une certaine façon enterre l'idée d'un retour palestinien dans la Palestine de leurs grands-parents. Bon, c'était le pari d'Arafat. Et c'était un pari extrêmement risqué, mais il a posé cet acte politique. Les Palestiniens, depuis 1993, attendent la réciproque. Parce que c'est ça le malentendu fondateur d'Oslo, c'est que quand les Palestiniens reconnaissent un État, avec tout ce que ça représentait de douloureux et de renoncement pour eux, parce que pour eux, l'État sur lequel Israël s'était construit, c'était leur terre. Et ce moment de renoncement
Les Israéliens ne l'ont jamais fait. Il n'y a jamais eu un équivalent à cet acte. Les Palestiniens ont reconnu un État, les Israéliens ont reconnu une organisation. C'est cette asymétrie-là qu'on n'a pas voulu voir à Oslo et qui jusqu'à aujourd'hui empoisonne le conflit et métastase ce conflit dans tous les sens. Il n'y a jamais eu de geste israélien pour dire on va donner aux Palestiniens un État digne de ce nom. Non, la volonté irrédentiste ou la volonté de grignoter le territoire, elle est là en permanence. Et quelle preuve de plus ou quelle preuve plus tangible de ça que la poursuite, jour, nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, de la colonisation. Et là, en parlant, tu me fais réaliser soudain, parce que j'étais très critique envers Oslo, que si Oslo est un échec politique total de la part de Yasser Arafat, on pourrait dire que c'est une grande victoire diplomatique où, grâce à Oslo, le monde entier peut réaliser que c'est Israël qui terrorise. Dans la famille palestinienne, il y a désormais un grand schisme qui traverse des familles, qui traverse des groupes d'amis, qui traverse des générations de camarades, etc., qui porte sur Oslo. Oslo, fruit empoisonné ou demi-victoire obligée ou contrainte. Enfin, je trouve pas la bonne formule, mais voilà. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Et est-ce que les Palestiniens ont joué leur jeu et les cartes qu'ils avaient en main du mieux qu'ils ont pu? Ou est-ce qu'ils se sont fait, mais ridiculisés par un joueur qui avait 3 as dans le revers de sa chemise et qui a raflé toute la mise? Voilà. On entend des deux côtés des arguments et je vais essayer de les retranscrire de manière assez fidèle. Il y a ceux qui n'ont jamais critiqué ou fait leur deuil d'Oslo, qui n'ont jamais retourné leurs armes contre Oslo, vont dire ça a permis le retour de quelques centaines de milliers de Palestiniens. C'est déjà ça. Le simple fait que l'OLP, les familles de l'OLP, la nomenclatura souvent de l'OLP et puis d'autres, aient pu revenir parce que Israël distribuait des permis pour mettre en place cet appareil d'État sans État qui est l'autorité palestinienne, il fallait faire venir des Palestiniens. Donc il y a des Palestiniens qui sont revenus. Et revenir sur sa terre pour un Palestinien, c'est un geste tout sauf anodin. Ça, c'est à l'actif d'Oslo. Il y a des gens qui vont dire Oslo, ça a été aussi des investissements, de l'argent de la communauté internationale qui ont, là encore, fait venir des compétences, des technocrates, la jeunesse américaine palestinienne qui va revenir et qui va participer à ces investissements-là. Ces investissements-là, ils vont contribuer aussi à fixer une population qui va trouver des jobs, etc., qui sans ces jobs aurait été tentée de partir à l'étranger. Ça, c'est le verre à moitié plein. Et puis, ça, c'est l'argument principal d'Elias Sandbar, qui est donc cet ancien ambassadeur palestinien à l'UNESCO, qui est de dire Oslo, c'est la victoire sur l'invisibilisation. Le grand dessein sioniste, c'était depuis le début d'invisibiliser les Palestiniens. C'est encore, évidemment. On détruit les villages, non seulement on les conquiert et on expulse les habitants en 48, mais ensuite on les détruit. Pour que les gens qui, dans les années 50, arrivent à se faufiler à travers les frontières qui, à cette époque, n'étaient pas très bien marquées et sont tentés de revenir dans leur village, ils ne le trouvent plus. Parce que le village aurait été dynamité, il aurait été recouvert par une végétation, etc. La visibilisation, c'est aussi changer les noms. Après la guerre de 48, Ben Gourion réunit autour de lui des topographes, des linguistes, des cartographes, etc. Et leur dit, tous ces noms-là, qui sont des noms arabes, on va leur donner des noms juifs, des noms hébreux. Et c'est comme ça aussi qu'on contribue à effacer un pays. Ce travail d'effacement et d'invisibilisation, il a formidablement marché jusque dans les années 70, où il y a un renouveau culturel palestinien. Il y a des auteurs qui commencent à écrire, Rassan Kanafani, Émile Habibi. Et c'est ensuite la première intifada, avec cette iconographie que tout le monde connaît, du gamin qui lance des pierres sur le char. La première défaite israélienne, en termes d'image, elle est à Beyrouth, en 82, parce que Beyrouth, c'est pas ces guerres qu'Israël se plaît à décrire comme des guerres de non-choix, on a été obligé de se défendre, etc., on était agressé. Ce qui est un registre qu'ils ont beaucoup utilisé en 48, en 56, en 67.
Comme disait Golda Meir, et en plus ils nous obligent à tuer leurs enfants. Voilà, c'est cette phrase terrible de Golda Meir qui a d'ailleurs été citée par un ministre des Affaires étrangères français il y a peu de temps à l'Assemblée nationale. C'était un moment assez sidérant. Bref, 82, l'invasion de Beyrouth, là c'est la première guerre qui ne répond pas à ces guerres d'autodéfense qu'Israël jusque-là prétendait mener. Donc ça commence déjà à ébrécher le soutien international et tout le récit pro-domo construit par Israël en sa faveur. Puis après, il y a la première intifada. Donc là, les gamins avec des pierres contre les chars, évidemment, sur l'opinion publique, c'est difficile de le justifier. Et puis alors voilà, le couronnement diplomatique international de ça, c'est Oslo, c'est la poignée de main. Et c'est tout ce qui va suivre, c'est-à-dire que désormais les Palestiniens ont une place à la table des négociations, ils sont reconnus comme un interlocuteur, ils sont plus obligés de se fondre comme c'était le cas par exemple à Madrid en 1990, il y avait une conférence de paix et les Palestiniens étaient obligés de se fondre dans une délégation jordano-palestinienne. Désormais les Palestiniens on voit au chapitre. Bon, alors ça c'est la victoire de la visibilité, on est désormais visible. Dans l'autre sens, il y a beaucoup de gens qui vont dire que ces victoires-là ont servi de rideau de fumée à des politiques dont on vient de parler, de nettoyage ethnique, de déplacement de la population, de colonisation, qui ont accéléré de manière dramatique. Et que la présence de l'autorité palestinienne sur le terrain entretient la fiction de deux entités, Israël et les territoires occupés, avec d'un côté des institutions israéliennes, de l'autre côté cette autorité palestinienne qui serait un État en devenir, qui serait avec un peu d'effort, des négociations, etc. Forcément, elle a vocation à devenir l'État palestinien du lendemain ou du surlendemain. Et toute cette infrastructure qui côté palestinien est une infrastructure sur pilotis, qui n'a prise sur rien, qui n'a aucun pouvoir régalien. Cette infrastructure, elle contribue à perpétuer la fiction d'une possible séparation du territoire. Et moi, aujourd'hui, je n'y crois plus. Techniquement, à l'arrière, si Israël était prêt à prendre le risque d'une guerre civile, parce qu'il y a désormais dans les colonies de Cisjordanie des gens qui sont très armés, des gens qui sont très radicalisés, et qui se laisseront pas gentiment évacuer, comme ça a été le cas lors de l'évacuation des colonies de Gaza, où il a fallu quelques soldats pour attraper les récalcitrants qui voulaient pas quitter leur logis. Non, l'évacuation des 600 000 colons de Cisjordanie, ce sera une autre paire de manches, et ce sera possiblement une guerre civile. Bon, laissons de côté, peut-être que techniquement c'est encore faisable, mais je vois pas en fait de volonté politique chez les Israéliens. Quand on observe la dynamique politique israélienne depuis 25 ans, depuis 30 ans que je m'intéresse à ce pays, c'est un pays qui dérive à droite de manière lente mais régulière et de plus en plus rapide en fait, de moins en moins lente. Et quand on voit le personnel politique qui prétend à contester à Benjamin Netanyahou la direction du pays, des élections vont avoir lieu en novembre, les différences de programme sont minimes. Aucune n'affirme de manière très claire être en faveur de la création d'un État palestinien digne de ce nom, parce qu'il faut bien comprendre que le terme État palestinien déjà est un terme désormais quasiment tabou dans la sémantique politique. Mais bon, à la rigueur, ça peut se dire. Mais si on n'accole pas à ce terme État palestinien digne de ce nom, doté de véritables pouvoirs régaliens et d'un contrôle sur son territoire, un territoire viable, etc., on n'a rien dit. On peut effectivement créer un Bantoustan palestinien, et comme l'étaient les Bantoustans d'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid, prétendre qu'il s'agit d'État. Mais ce sera un État fantoche, ce sera un État absolument ridicule, croupion, qui n'aura d'État que le nom. Actuellement, sur l'échiquier politique israélien, aucun parti avec des chances de figurer à la Knesset ne propose un retour à cette idée de séparation. Non, on n'est plus du tout là-dedans, ils ont tourné la page. Et en revanche, la communauté internationale, elle, continue de s'accrocher aux vieilles lunes d'Oslo, continue de ressasser le dictionnaire d'Oslo avec des formules ossifiées, avec des éléments de langage qui sont recouverts de poussière et qui n'ont plus aucune réalité avec le terrain. Je pense que la génération montante, celle qui a 15-35 ans aujourd'hui, elle a
pas été biberonnée au livre d'images d'Oslo. Elle a plus de distance avec, le narratif qui est celui dans lequel encore beaucoup de gens ont grandi dans les pays occidentaux, qui est celle de la saga israélienne. Le poids de l'Holocauste, évidemment, la création d'Israël contre vents et marées. Faire fleurir le désert. Enfin voilà. Cette rhétorique-là, elle commence à s'étioler aussi. Et puis, ce qui devient leur matrice de politisation, c'est 2023, 2024, 2025, quand d'autres générations se sont politisées, avec 1967, Israël en péril, les États arabes qui censément veulent détruire le petit État hébreu, etc. Là, il y a un moment qui est radicalement autre, et on en voit évidemment les résultats politiques avec l'élection de Mamdani aux États-Unis, avec l'élection de cet homme au Michigan, Abdul Sayed, égyptien qui, à la primaire démocrate, l'a emporté sur une centriste du Parti démocrate, soutenue avec 60 millions de dollars de fonds, dont 30 millions de dollars de AIPAC, qui est le principal lobby pro-israélien américain. Et voilà, donc il y a aux États-Unis, de manière extrêmement visible et de plus en plus, je sais pas si on peut dire massive, mais en tout cas de manière de plus en plus nette, des renversements. Et ce renversement, je pense qu'on le voit aussi dans la communauté juive américaine. Je crois que les sondages le mesurent. Il y a une défiance et une déprise complète de la jeune génération juive américaine vis-à-vis de ce qui était considéré comme l'alpha et l'oméga de leurs parents. Vraiment, j'ai parlé récemment avec l'ancien professeur de la chaire Edward Said de l'université de Columbia, Rachid Raldi, donc un grand historien palestino-américain, qui m'a raconté comment à Columbia, les mêmes membres du board ou les membres de l'administration de Columbia qui essayaient de calmer, d'atténuer le mouvement de contestation pro-palestinien qui a été extrêmement vivace sur le campus de Columbia au début de la guerre à Gaza en 2023, 2024, etc. Il me racontait avec un sourire en coin comment donc ces gens de 50, 60, 70, de la bonne société new-yorkaise, juifs pour certains, qui étaient horrifiés par la mobilisation pro-pal sur le campus de cette noble institution d'éducation supérieure qu'est Columbia, leurs enfants leur menaient la vie dure au repas du soir. Et il leur disait, mais papa ou grand-papa, t'as rien compris, tu te fais mener par le bout du nez par la propagande de AIPAC ou je ne sais pas quoi. Il y a un basculement générationnel qu'on voit chez les juifs américains, qu'on voit chez les démocrates de manière extrêmement précise, mais également chez les républicains. La bascule est engagée. Et jusqu'où elle va aller ? Est-ce qu'elle résisterait à l'élection d'un centriste de droite qui veillerait à envoyer des signaux d'apaisement aux capitales occidentales, qui ne mettrait pas dans son gouvernement les épouvantails que sont Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux ministres d'extrême droite, bout de feu, et qui donnent l'impression d'appartenir davantage au Ku Klux Klan qu'à n'importe quel parti politique d'un pays qui se revendique être une démocratie. Voilà, c'est ça, parce que on peut se retrouver avec effectivement un ripollinage du gouvernement israélien, une apparence d'un retour à quelque chose de plus fréquentable, mais qui sur le fond ne changerait rien à ce qui se passe sur le terrain de manière où il y aurait peut-être quelques accommodements, mais le mouvement de fond continuerait. Voilà, c'est ça la question. C'est est-ce que la mobilisation occidentale restera vivace avec un gouvernement à Jérusalem qui est davantage fréquentable ? La bascule est engagée, c'est une façon très optimiste et positive d'achever cet entretien, non ? Oui, voilà. C'est ce que Bertrand Badi, le professeur de relations internationales, aime à mettre en valeur. Et je trouve ça terriblement délicieux chez cet homme qui a passé une grande partie de sa carrière à étudier les superstructures, les rapports de pouvoir, les États, les grandes dynamiques géopolitiques, mais qui de plus en plus s'intéresse au social et aux sociétés comme acteurs géopolitiques et comme acteurs des relations internationales.
Donc oui, on va espérer que cette jeunesse qui désormais non seulement ouvre les yeux, mais voit et dit ce qu'elle voit et dit sa colère devant ce qu'elle voit, on va espérer qu'elle ne perde pas cette colère, qu'elle ne perde pas cette voix, parce que c'est aujourd'hui le seul élément qui change. On a un gouvernement côté israélien qui, a priori, va continuer à voter à droite, voire très à droite. On a une communauté internationale qui est toujours aussi pusillanime, malgré quelques initiatives méritoires comme la reconnaissance de l'État palestinien par le gouvernement d'Emmanuel Macron. On va célébrer les 1 an de cette reconnaissance dans quelques semaines. Le bilan, il sera très 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 modeste, pour pas dire absolument nul. C'est-à-dire que ça n'a pas contribué du tout à faire changer la dynamique, parce qu'il suffit pas de reconnaître un État pour le faire advenir. Donc c'était une mesure qui était nécessaire, mais totalement insuffisante. Et puis la 4e composante, enfin en tout cas la 3e composante sur l'échiquier international, c'est côté palestinien. Et on en a peut-être pas assez parlé. On a une autorité palestinienne qui affonne, qui est absolument incapable de la moindre initiative. Qui sert Israël tout simplement par son inertie. Oui, voilà. Qui est un pantin très convenable et accommodant pour Israël, dont la seule mission depuis 2007, on va pas lui demander de faire ce qu'elle ne peut pas, parce que c'est effectivement un régime qui, à partir du moment où Oslo était mort, Oslo était la raison d'être de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne était le véhicule d'Oslo qui devait déboucher sur la création d'un État. S'il n'y a pas d'État, et si Oslo est au point mort, l'autorité palestinienne est vidée de sa raison d'être. Donc ce serait lui faire un procès illégitime que de dire vous n'avez pas fait avancer la cause de la paix, etc. Non, c'est pas entre ses mains. C'est un simple véhicule. En revanche, cette superstructure, cet appareil d'État sans État, comme j'aime à l'appeler, qu'est l'autorité palestinienne, cette administration sur pilotis, elle avait pour mission, elle avait pour mandat impérieux de se réconcilier avec le Hamas. À partir de 2007, sa feuille de route aurait dû être bec et ongle, envers et contre tout, de réconcilier, de rapiécer le corps politique palestinien, l'étoffe politique palestinienne. Et il est juste inconcevable que bientôt 20 ans après, on ait été incapable de réconcilier les frères ennemis du Hamas et du Fatah. Et là-dessus, malheureusement, la communauté internationale n'a pas joué son rôle, qui aurait dû être un rôle d'accompagnement, notamment l'Union européenne. Bon, les États-Unis étaient évidemment, dans la fidélité de leur proximité avec Israël, totalement opposés à l'idée de voir le Hamas au sein d'un gouvernement d'unité. Mais l'Union européenne, il y avait une marge pour accepter qu'il y ait un gouvernement mixte entre le Fatah et le Hamas, ou alors un gouvernement technocratique. Il y avait plein de formules possibles, il y avait plein d'accommodements possibles pour trouver quelque chose qui soit jouable politiquement. Mais l'Union européenne, au lieu de donner un feu vert et de donner un encouragement très très fort en disant et au Fatah et au Hamas, unissez-vous et on vous suivra, unissez-vous avec peut-être une ou deux petites conditions. Mais le message essentiel, ça aurait dû être de dire, si vous trouvez une formule politique un petit peu peut-être alambiquée, mais une formule politique qui n'était pas hors d'atteinte pour que vous puissiez travailler ensemble, nous, on réouvre les canaux diplomatiques et on réouvre l'aide internationale, l'aide budgétaire et l'aide au projet. Et ça n'a pas été fait. À chaque fois qu'il y a eu des velléités côté palestinien d'avancer vers une réconciliation, plutôt que de saisir la balle au bond, les Européens sont restés un peu à l'écart, ont envoyé les mauvais messages, ou alors certaines fois on dit ah non on veut pas. Je me rappelle plus des détails, mais ils n'ont pas du tout été à la hauteur de l'enjeu. Simplement parce que la fracture est dans l'intérêt d'Israël et que tout ça est fait dans l'intérêt d'Israël. Pour certaines chancelleries européennes, oui, peut-être.
Mais je pense que d'autres chancelleries européennes étaient décidées sérieusement à relancer le processus de paix, quand bien même c'était pas dans l'intérêt d'Israël. L'Union européenne n'est pas quelque chose d'uniforme, hein. Il y a les Espagnols, il y a les Irlandais, il y a les Slovènes. Voilà. Alors après, il y a aussi l'Allemagne et la Hongrie de Orban, qui est au pouvoir aujourd'hui, mais qui l'a été pendant longtemps et qui effectivement était des relais des éléments de langage israéliens au sein des 27, au sein du Conseil européen. Mais c'est pas uniforme. Mais je pense que malgré tout, en dépit du fait que certains États étaient peut-être très dans la roue des Israéliens, je pense il y aurait pu y avoir une majorité pour aider les Palestiniens à se sortir de ce trou noir politique qui est leur division et qui est une aubaine évidemment absolument dingue pour le pouvoir israélien et qui ne s'en cache pas. On a cette fameuse citation de Netanyahou qui est ressorti au début de la guerre de 2023 quand il a été contesté pour avoir aidé le Qatar à financer l'administration du Hamas pour amener de l'argent dans Gaza et acheter d'une certaine façon la paix sociale. Ça a intéressé évidemment Netanyahou. Et Netanyahou, dans une réunion interne au Likoud, à un moment est pris à partie sur ce thème-là, et il dit mais non, vous comprenez pas, amener de l'argent dans Gaza, c'est acheter la paix sociale. Il le dit pas dans ces termes, hein, mais de manière substantielle, il dit plus on apaise la situation à Gaza, plus on perpétue la division entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, et donc plus c'est dans notre intérêt, plus on repousse la perspective d'un retour hypothétique aux négociations de paix et à la solution à deux États. Donc c'est absolument dans le jeu israélien, c'est un atout, c'est une carte maîtresse absolument dingue, et que l'autorité palestinienne n'ait pas été capable de confisquer cette carte aux Israéliens et de la remettre dans sa poche et d'être en mesure à nouveau de parler d'une seule voix, c'est dramatique pour l'histoire des Palestiniens. I am the passenger, and I ride through the city's backsides. I see the stars come out of the sky. Ce 51e épisode des Passagers de Tanger était donc consacré à Benjamin Barth, journaliste du Monde, spécialiste du Proche-Orient et maintenant de l'Afrique, lauréat du prix Albert Londres 2008 et auteur de 3 essais sur la Palestine. L'entretien a été réalisé dans une maison d'hôtes, les Trois Portes, pleine de jeux d'enfants, à Tanger en juillet 2026. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Les musiques des génériques ont été empruntées aux musiciens de Joujouka de Bachir El-Attar, Ceremonies Against the Night of the Devil, Behind the Jajuka par The National Fanfare of Kadebostani, Météorite du groupe Tanger de Philippe Pijar et The Passenger d'Iggy Pop dans son interprétation par Los Colorados. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's rip backside. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The sky was made for us tonight. Yeah, it was made for us tonight.